Bonjour à tous et bienvenue sur The Polymath Experience ou l'expérience Polymath. Aujourd'hui, on a que j'avais hâte de voir. On a essayé de savoir pendant des semaines et des semaines. On est enfin arrivé. C'est un artiste autodidacte qui est probablement un des artistes les plus reconnaissables de notre écosystème. Normalement, quand tu es artiste dans notre écosystème, être l'artiste d'une collection phare NFT, c'est ta plus grosse réussite. Pour lui, c'est juste la première ligne du CV. Il est collectionné par des gens comme Snoop Dogg, Ja Rule, Pharoah, Gary Vee, enfin des petits gars comme ça. Il a un art qui résonne avec tous les 90s kids, les enfants des années 90, et nous ramène tout droit dans les années dans nos années d'enfance ou d'adolescence. Si tu l'as déjà vu passer, son art, tu le reconnaîtras instantanément, c'est sûr. Il a une énergie géniale et contagieuse, quelles que soient les conditions de marché, ce qu'on apprécie particulièrement en ce moment. Et en plus de ça, il a une histoire qui est particulièrement inspirante, puisqu'il est rentré dans l'art full-time, puis les NFT juste après un gros virage dans sa vie. C'est un plaisir, un honneur de recevoir Monsieur 8 Project. Plaisir partagé. Merci pour cette petite intro très, très flatteuse. On peut exactement raconter tout ça sur moi. Il y a plein de choses à dire. Après, il y a qui je suis aussi qui est intéressant à savoir. Mais c'est vrai que j'ai un parcours, je me rends compte maintenant, mais j'ai un parcours qui est assez ouf. Même si tu as toujours, tu sais, ce petit syndrome de l'imposteur qui arrive, qui te dit non, tu le mérites pas. Bon, ça, on reviendra là-dessus, je pense. Mais ouais, je me rends compte, quand je me pose 5 minutes, je me rends compte que l'histoire est plutôt cool. En tout cas, le début est plutôt cool. J'espère que ça va aller encore plus haut. Mais très content en tout cas d'être là avec toi. C'est vrai, comme tu dis, ça fait 1 mois et demi, je crois qu'on essaie de se capter. Et puis, on est des gens très pris, qu'est-ce que tu veux, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et mine de rien, ça fait un bail qu'on se suit, ou que du moins moi je te suis, parce que je suis holder de CryptoMask depuis. C'était quand le lancement? Septembre-octobre 2021? Ouais, il y a presque 2 ans. Ouais, ça fait déjà un bon bout de temps. J'ai même plus idée de la date de lancement tellement j'ai l'impression que c'est un projet qui est ancré dans la cryptosphère. Donc, c'est un des premiers projets français pour moi qui a vraiment explosé. Ah, mais c'est sûr. Et très fier d'ailleurs d'être artiste et de connaître toute cette famille francophone pour la plupart, de plus en plus d'internationaux, mais beaucoup de francophones. Et puis toi, du coup, aussi. C'est comme ça que t'as connu que tu m'as connu moi, je pense. Ouais, toi, oui. Toi, Okay. Tout à fait. Et ouais, je te suis depuis. Et justement, je trouve que c'est un point. On va revenir. Franchement, ton histoire, comment t'es passé de ta vie d'avant à ta vie de maintenant, elle est super intéressante. Mais je trouve que c'est un bon point de départ aussi, cette rencontre avec Cryptomath. Comment ça s'est fait? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous en êtes arrivé là? Ça a été plutôt très fluide, hein. Enfin, je vais te dire ça en quelques phrases. En fait, il m'avait contacté pour faire sa nouvelle PFP. Donc, à l'époque, c'était toujours les géoportraits, ce qui est un petit peu ma marque de fabrique, tu sais, les portraits sur fond blanc, un peu déstructurés. Et je pense qu'il a bien accroché, donc on a discuté, je crois que c'était sur Telegram. Je connaissais pas du tout Telegram, je crois que d'ailleurs c'est mon premier contact Telegram. Ah ouais. Je crois que maintenant je dois en avoir 3 ou 4 depuis. Et du coup, il m'a contacté, on a travaillé ensemble sur la PFP, il l'a porté pendant quelques temps, d'ailleurs il l'a porté très longtemps. Et puis je pense qu'il est venu, il a voulu récompenser sa communauté avec un projet. Je pense que vu que c'était tout de suite juste après la PFP, il a pensé à moi pour l'art parce que je commençais aussi à avoir ma petite notoriété dans les NFT. Francophone aussi, donc lui il a une grosse communauté francophone. Et c'est là qu'est venu le projet vraiment très naturellement. On a proposé des idées mais très fluidement. Et les masques sont arrivés sur le côté un petit peu anonyme, tu sais, la capuche, le masque, c'est vraiment le côté crypto NFT. Et puis je crois qu'en quelques mois, j'ai sorti la collection. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour la faire, mais peut-être 3 ou 4 mois. Et puis voilà, ça a été très fluide. Il y a une communauté qui arrivait d'un coup francophone. C'était assez ouf. Enfin, en tout cas, pour moi, la communauté francophone est très soudée. Et depuis le début, encore aujourd'hui. Donc ça, j'apprécie énormément. Et puis après, du coup, on a continué à faire des projets. Je sais, on parle tous les jours, mais je sais qu'il a des projets assez exceptionnels pour la suite. Bah, tu l'as eu, hein, de toute façon, en podcast. Donc... J'étais en call avec lui il y a 1 heure, littéralement. Ah, ok. C'est beau de voir des gens comme ça qui sont animés, en fait, qui sont habités par un projet et par tout ça. Donc, c'est pas comme beaucoup de projets qu'on a vu en 2021. Je lance la collection,
et ciao, j'existe plus, tu vois. Même les plus gros qui ont fait des volumes exceptionnels comme les Cool Cats, tout ça, on n'entend plus parler. Et nous, les petits francophones, tu vois, on est là, on est en train de tout casser silencieusement, mais plus silencieusement. D'ailleurs, on commence à faire pas mal de bruit. Donc non, ouais, c'est une aventure assez folle. Et puis on a fait Cryptomask, on a fait Zodiac Mask. Il y a pas très longtemps. Il y a plein de choses qui vont arriver pour le futur. Très cool. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Je pense que toi, tu sais, moi je sais, mais tout le monde ne sait pas, donc. Ouais. Voilà. On va rien dire. Ouais, mais j'ai hâte de voir tout ça. Et ce qui est, moi, ce que j'adore le plus, mais c'est lié à ce que tu dis, mais c'est que il incarne tellement bien les valeurs de l'écosystème là où il faut. Il est tellement droit dans ses baskets, il aurait l'opportunité de s'en mettre tellement plein les poches. Il faut se rendre compte que c'est un des projets qui a le mieux réussi. Un projet PFP en tout cas qui a le mieux réussi de l'écosystème français. Matt, il a rien gagné. Hein. Et pendant le bear market, je veux dire, on a réussi à marcher en commençant quasiment au début du bear market. Là, on y est toujours. Et le floor bouge pas trop. Je veux dire, c'est un projet qui est toujours là. Les gens sont pas partis. Parce que la plupart des gros projets comme ça, tu dis, OK, bon, bah, on reviendra au prochain bull market. Et puis, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Et là, tout le monde est là, tout le monde poste, tout le monde participe. Donc, imagine le bear market où tout le monde est présent avec un floor price. Bon, là, je crois que ça va être dans les 0,3, 0,35. Imagine un bull market. Enfin, c'est assez fou. Donc ouais, je suis très fier. En tout cas, je lui ai raconté il y a pas très longtemps que j'étais pas trop, je voulais le faire au début, mais j'ai eu tellement de projets avant lui qui étaient pas si ouf que ça, où t'es là, ouais, fais ça et tout ça. Et puis j'ai eu des arnaques, j'ai eu des gens qui étaient là pour l'argent. Donc c'est dur d'analyser justement avec qui tu travailles. Matt, je le connaissais pas depuis très très longtemps. Donc j'ai dit ok, je vais le faire. Donc je l'ai fait, tout ça, mais je savais pas où ça allait aller. Enfin, je me suis dit bon, on verra. C'est lui qui est porteur de projet, on verra bien. Et puis au final, fou quoi. Au final, plus j'ai vu en fait que c'était un vrai gars qui était là vraiment pour sa communauté et que moi aussi j'avais envie de le faire, plus on a commencé à être crescendo quoi. Et moi je me suis dit, ok, il y a confiance totalement, tu vois. Donc là voilà, grosse confiance et gros projet en devenir. Donc voilà. Regardez. Pour les artistes qui nous écouteraient là et parce que le bull market va revenir à un moment ou à un autre, les opportunités à tout va vont revenir aussi. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer de pas tomber sur les mauvaises personnes et comment choisir les opportunités qui vont se présenter à toi? C'est dur, hein, parce que je laisse cette question souvent et c'est dur d'y répondre. Alors, souvent, je réponds que la communauté est le plus important. C'est vraiment beaucoup de temps. Vraiment, je pense que si tu es quelqu'un qui a un travail 10 heures par jour, autre que les NFT et la crypto, et que tu veux faire un peu de dessin et percer en les NFT, c'est possible, mais ça va te prendre des heures sup. En tout cas, le soir, tu vas devoir être sur les réseaux très souvent, etc. Parce que créer une communauté, c'est discuter, en fait, c'est parler à tout le monde et montrer aux gens que tu es quelqu'un de fiable, que tu es quelqu'un qui est là pour durer, qui est pas là juste pour l'argent. Donc ça, c'est déjà important, c'est d'être là, d'être sur Twitter, sur X maintenant, sur Discord, sur tous les autres projets. Ensuite, c'est s'améliorer tout le temps artistiquement. Donc tu peux pas dire bon bah voilà, je propose ça et puis on verra bien. Il faut dessiner tous les jours. Enfin selon moi en tout cas, moi depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je dessine presque tous les jours et c'est comme ça que je vais en m'améliorant, en apprenant parce que je pense que tu apprends toute ta vie en étant artiste. Au début ou quand tu auras 50 ans de carrière, tu apprendras encore et toujours voilà se proposer de nouvelles choses aux gens. Moi j'aime bien aussi le fait d'être transparent. Alors je suis pas vraiment transparent sur qui je suis, le nom d'artiste, même si je le dis de plus en plus. Mais en tout cas, je poste des photos de ce que je fais au quotidien, du backstage, pour montrer que je suis là, en fait, que je suis pas un scam. Parce que ça aussi, je l'ai vu beaucoup, des gens qui sont là, je fais de l'art et tout ça. En fait, c'est pas leurs œuvres, c'est des œuvres à quelqu'un d'autre. C'est pas leur vraie personne, c'est des personnes qui sont, qui existent à peine. Et ça existe plus que ce que tu crois. Prouver, être authentique, être honnête envers ta communauté, ça c'est très important. Ensuite, pour le prochain bull market, il faut s'accrocher. Enfin, moi, ce que j'ai vécu sur l'ancien bull market, ça m'a causé pas mal de problèmes sur sur ma santé. C'est ouf à dire, mais j'étais tellement à me dire putain ça marche, c'est trop ouf, cette énergie, il faut que je crée, parce qu'à chaque fois que je créais, ça se vendait. Donc je voulais me dire mais faut pas que je perde cette énergie. Et c'est très malsain en fait. C'est très malsain parce que tu es overbooké quoi. T'es tout le temps à créer, à dessiner, à être sur les réseaux. Je pense, je comptais pas mes heures, mais ça devait être 16 heures par jour sur les réseaux. Et j'ai été très stressé donc à cette époque-là, en 2021. Ça m'a créé des problèmes de cœur. Je suis allé voir le cardiologue et tout ça. Donc ça c'était pas ouf. Là ça va mieux parce que le bear market justement il m'a dit ok,
mec, il faut que tu te calmes. En fait, toi, t'es là, tu bougeras pas. Les gens, ils sont là pour toi. Ils vont croire en toi jusqu'au bout aussi. C'est pas parce que tu vas pas poster un jour ou pas créer une nouvelle œuvre un jour que les gens vont disparaître. Donc ça, il faut que tu l'apprennes. Il y a un autre truc aussi que je peux donner comme conseil, c'est de pas se comparer aux autres. Parce que forcément, si t'arrives que t'es nouveau, tu vas avoir des gens qui vont te faire des ventes à 50 Ethereum et tu vas dire, mais non, mais moi, je vends pas, c'est quoi ce bordel et tout. Et en fait, c'est normal, il faut apprendre déjà à se faire connaître. Faire des grosses ventes, ça veut pas dire que tu es un artiste qui réussit. Tu peux faire plein de ventes, de petites ventes, et c'est très bien aussi. Et même si tu vends pas au final, enfin, je veux dire, il faut trouver le bon collectionneur au bon moment. Tu as des œuvres des fois qui vont rester pendant 6 mois dans une collection. C'est pas grave, tu la vendras peut-être à la personne avec qui va raisonner avec 6 mois plus tard. Il y a plein de petits tips. Je sais pas si je les ai tous parce que c'est compliqué à savoir. Non, mais t'inquiète, c'est pas. Pourquoi moi j'ai réussi. C'est pas l'objectif. Vraiment, voilà, communauté, persévérance et résilience aussi. Apprendre, voilà, à prendre du recul sur les choses et se dire bon, c'est pas grave. Il y a des choses plus importantes. Il faut que je me concentre sur mon art bien sûr, mais aussi sur ma vie de tous les jours. Pas se dire que sa vie dans les NFT c'est sa vie réelle, c'est son travail et il faut avoir aussi sa vie connectée à ta famille, à ta femme, à ton mari, à qui tu veux. À la terre. À la terre, exactement. Au sol. Et ça, tu l'apprends un peu tardivement souvent. Comme beaucoup de choses, en général, tu fais souvent des erreurs et puis tu te rends compte trop tard de la réalité. Ouais, c'est clair. Ah, la FOMO est vraiment là. Dès que tu te places, dès que tu vas dans l'arène et que tu commences à vraiment participer de manière active et que t'es pas juste un investisseur passif qui dit when moon, when Lambo, when ouais, c'est vraiment très intense. Revenons-en un petit peu à la base. Pour toi, ça a été quoi parce que pour en venir à un changement de carrière de l'ampleur que tu as de la tienne, et tu nous raconteras un petit peu, c'est un enchaînement de plein de choses. C'est des petits bouts de décisions qui s'accumulent jusqu'à un moment où boum, il y a le déclic et on y passe. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé, tu vois, subjectivement à l'intérieur? Comment est-ce que tu as évolué vers cette décision-là? Qu'est-ce qui a été un petit peu le déclencheur final? C'est une très bonne question. Alors déjà, je suis pas issu d'école d'art ni rien. La seule chose que j'ai en background artistique, ça serait juste, je dessinais quand j'étais gamin, je reproduisais des petits trucs. J'étais très mauvais à l'école, enfin très mauvais. J'ai pas été toujours très mauvais, mais j'ai choisi la voie qu'on m'a imposé de choisir, donc ça me plaisait pas forcément. Et j'ai commencé à dessiner en cours, à faire des petits monstres où je reprenais une bande dessinée, je la reproduisais. Enfin voilà, des petits trucs tout simples. Et ça me passait le temps, j'aimais bien. Donc ça n'a pas duré très longtemps et c'était vraiment juste pour passer le temps, quoi. Et puis plus rien pendant je sais pas, pendant presque 10-12 ans. L'art, vraiment, c'était pas du tout mon truc. J'avais aucune connaissance artistique. À peine si tu me parles de Picasso, je te dis c'est un chanteur, tu vois. Enfin, peut-être pas, mais c'est un peu l'idée. Et puis je suis arrivé, donc j'ai déménagé au Mexique en 2019 avec ma copine pour un gros changement de vie, parce qu'en France c'était compliqué, on essayait de monter des boîtes, ça marchait pas et tout ça. On se dit ok, on teste à l'étranger. Donc je suis venu au Mexique parce que je connaissais un ami d'enfance ici, on est venu, on est resté. Et puis je te fais le background un petit peu de zéro pour que tu comprennes pourquoi ça. On est arrivé donc dans l'optique de de créer quelque chose, une entreprise au Mexique. Parce que c'était un petit peu l'Eldorado, le Mexique, c'est un pays qui est en voie de développement, donc il y a pas mal d'étrangers qui viennent et qui importent leurs idées de l'étranger, d'Europe, des États-Unis et autres, et qui le mettent au Mexique où ça n'existe pas, et ça explose, et c'est super. Donc nous, c'était l'idée, on s'est associé en fait avec un pote mexicain ici pour faire une clinique de nutrition, donc pour la perte de poids, keto, diète, tout ça. Donc, je sais pas si les gens connaissent, mais c'était intéressant pour nous. Donc, voilà. Donc maintenant, c'est très populaire. Il y a 4 ans, ça a été un petit peu moins. Il y a 3 ans. Et du coup, on a fait ça. Nous, on n'avait pas les connaissances. Donc, on avait un médecin, on avait toute une équipe. On a créé une clinique où on habite. Et c'était juste avant la pandémie. Donc, on a fait 4 mois d'activité en mars 2020, si je me trompe pas. Ici, ça a été, voilà, comment on dit ça en français, tu sais, quand tu fermes tout, voilà. Confinement, ouais. Confinement, exactement. Et du coup, fermeture. Et ici, quand tu as les fermetures, tu as le gouvernement qui t'aide pas. Bah, tu arrêtes, tu n'as plus d'activité, tu payes plus tes employés. Si tu veux les payer, c'est avec les sous que tu as dans ta poche. Donc, forcément, avec 4 mois d'activité, on n'avait pas de trésorerie ni rien. On a tout fermé, perdu l'investissement qu'on avait mis au départ. On est arrivé, donc, ok, on est au Mexique, on n'a plus d'argent, plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Rentrer en France, ça aurait été un échec. Donc, c'était pas vraiment le but. Et du coup, avec ma copine, on a donné des cours de français en ligne. Donc, c'est classique. Souvent, les expats, ils font ça pour
payer les factures. Moi, je l'ai fait, mais je voulais pas que ça soit un métier, donc j'ai commencé à dessiner. Alors, je sais pas pourquoi exactement. J'ai fait d'autres trucs avant, j'ai fait un peu d'artisanat pour essayer, j'ai fait un peu de Reiki aussi pour ceux qui connaissent, histoire de trouver une voie en fait, de me dire ok, je suis ici, il faut que je trouve une voie quoi. Hey there, it's me again. If you're enjoying the content, you're going to enjoy this because you're going to have the ability to support us. I want to tell you about our partner, Wasabi Protocol. It's an option-based protocol that allows people to make bets on certain NFT collections. But that's not all, because what is right now NFTs could be anything in the future that is tokenized. They are on the brink of powering one of the most important layers of the future financial markets. I'll give you a couple examples of how you can use it right now. Imagine you have an NFT that's gained a lot of value because there's been a speculative hike, and you want to keep that NFT because it's dear to you, but you also want to capture some of its value. After it's increased a lot, you could bet that the price will decrease by staking a little bit of capital and capture some of that value on the way down, which means that you get both of those aspects that are important to you. You get money, but you also get to participate. And the second one is, if you're convinced that a collection is going to go up, you can bet on that by risking some capital and not the price of the whole asset if you don't have it. Go check it out. The links are in the description. wasabi.xyz/r/the Polymath Experience. Thank you so much for checking them out, and thank you so much for using that referral link. If you do, always do your research. Only use tools and amounts that you're comfortable with. Remember that all financial investments carry risk. And back to the episode now. Et j'ai dessiné un petit peu. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours aimé dessiner. Il y a 12 ans de ça. Je vais reprendre un peu le dessin. Donc, j'avais des marqueurs très basiques, un peu de papier, des feuilles d'imprimante. J'ai pris Instagram et j'ai scrollé pendant des heures en regardant qu'est-ce que j'aime. Tu vois, donc j'ai cherché un petit peu des styles. Et puis, je me suis dit, alors, j'aime les animaux, j'aime le style un peu déconstruit, genre à la Picasso et tout ça. Je vais m'instruire, je vais lire, en fait. Donc, je vais dessiner, je vais lire. Donc, j'ai acheté plein de livres sur Picasso, Miro, sur Paul Klee et tout ça, histoire de connaître un petit peu l'art, quoi. J'ai dessiné sur cette feuille d'imprimante presque tous les jours en faisant des petits animaux déconstruits. Donc, c'est une collection qui existe d'ailleurs. Ça s'appelle Genesis sur OpenSea. Si les gens veulent voir, c'est en gros tous les animaux qui existent. Et je prends, si tu veux, un taureau et je vais prendre les yeux. Je vais mettre la queue qui sort des yeux, la corne qui part à droite, la corne qui part à gauche. Tu vois, essayer de prendre les traits caractéristiques de l'animal, mais de les mélanger, comme si tu faisais un puzzle, tu vois. Déconstruire. Donc, j'ai fait ça et en fait, j'ai mis sur Instagram. J'ai appris aussi à gérer Instagram parce que c'était important à l'époque. Pour pouvoir exploser sur les réseaux sociaux, il fallait savoir gérer les hashtags, à quelle heure poster et tout. J'ai appris ça. Donc, c'était 2020. Et en fait, ça a explosé dès le début. Donc, ces petits dessins que je mettais sur fond blanc aussi, c'était feuille blanche. Pourquoi fond blanc? Parce que je savais pas faire de fond, en fait. Je savais pas faire de paysage, donc je faisais toujours sur fond blanc. Et du coup, j'ai mis sur les réseaux et j'avais 300, 400, 500, je suis allé jusqu'à 1000 likes sur un compte qui avait un mois ou deux. J'ai fait, mais il y a un truc, quoi. Comment tu l'expliques? Je pense que c'était un style unique. Encore comme aujourd'hui, ce qui existe pour les jeux au portrait, le fond blanc et les portraits déstructurés. Sur Insta, quand tu scrolles, tu t'arrêtes quand il y a un truc, tu fais « Oh, ça, je connais pas », tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait, alors c'était un petit peu sans l'expliquer, parce que alors j'ai toujours voulu être original, être différent. Donc quand j'ai cherché ce style-là, j'ai aussi essayé d'être différent des autres. Le but, c'était pas de copier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un truc que je tenais qui n'existait pas, quoi. Le fond blanc, déjà, c'est lumineux. Donc quand tu scrolles sur des trucs, je sais pas, sombres ou colorés, tu vois un fond blanc d'un coup, tu dis « Ah, ça, c'est différent ». Et puis, en fait, moi, je posais des questions. Je mettais, qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce que tu vois? Donc, forcément, tu poussais l'action. Et voilà, ça m'a vraiment bien aidé. Et pendant un an, donc, sur Insta, j'ai commencé à créer ma communauté. Je pense que je montais à peu près à 10 000 abonnés, ce qui était pas mal pour l'époque, pour un petit nouveau. Et puis, j'ai commencé à avoir des contacts au Mexique, dans ma ville, pour des galeries d'art. Donc, c'est des petites galeries, mais j'ai commencé aussi à faire mes premières expos dans des hôtels, des choses comme ça. Mais c'est tellement vite, c'est fou. Je me suis dit, mais en fait, il y a un truc, quoi. Alors, un petit paramètre aussi, c'est que quand je fais quelque chose, c'est ou je l'arrête très rapidement parce que ça m'ennuie, ou alors je le fais à fond, il faut que ça soit un business. Souvent, j'associe l'idée de passion, parce que il faut que ça me plaise,
à quelque chose qu'il faut que ça me rapporte de l'argent parce que je vis de mon métier, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un revenu. Donc, j'ai toujours cherché à faire un truc que j'aimais, mais qui me rapportait aussi de l'argent pour payer mes factures. Et c'est comme ça que j'ai toujours poussé plus loin pour l'art parce que j'ai voulu, voilà, en vivre et pouvoir assurer mon avenir. Et donc voilà, des galeries d'art qui me contactaient, donc des petites galeries, c'était pas grand chose, mais pour moi c'était beaucoup à l'époque, surtout pour un petit artiste. Voilà, et donc ils sont venus chez moi, il y a un gars qui est venu avec un micro, une caméra pour me faire une interview, tu vois, j'étais là, mais j'étais stressé comme je sais pas quoi. Tu sais, j'avais 7-8 mois d'art, je me dis bon bah ok, Ouais. il faut que je parle de ce que je fais sans savoir vraiment ce que je fais parce que j'ai jamais vraiment su ce que je faisais. Je peux pas te dire c'est tel mouvement, c'est du cubisme, c'est de l'expressionnisme, je peux pas te dire, c'est Egg Project, tu vois. C'est un mélange de tout ça. Et là où ça a commencé à prendre vraiment, c'est quand j'ai découvert Kandinsky, donc Vassili Kandinsky, qui est un artiste russe, qui est pareil, c'est entre de l'abstrait, franchement, c'est à découvrir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est à découvrir. Et ça a été un déclic. Donc j'ai gardé mon style fond blanc, déstructuré, en commençant à copier plus ou moins le style de Kandinsky. Parce que je pense que chaque artiste a un peu ce système-là. Au début, tu copies, et ensuite tu évolues, et après tu as ton propre style. Mais pas que les artistes, hein. C'est le cas pour tout le monde. Ouais. Dès que tu... Bah ouais, moi je sais que je suis plutôt profil entrepreneur et forcément, bah, tu t'inspires. L'innovation pure et enfin, il y a personne qui part de rien et qui invente juste quelque chose. Tu sais, on est tous... Ou alors t'es un génie, mais c'est vrai que t'as raison, je pense que tu t'inspires. Et même les génies, je connais pas, je sais pas, même dans la science ou autre, tu pars forcément d'une souche, tu vois, il y a une continuité. Donc non, c'est tout à fait respectable et justement c'est ça qui est un petit peu. Je crois que c'était Grand Tune qui avait fait un super post là-dessus à un moment où il avait dit que ça le gênait pas. Bah déjà parce que c'est un peu un honneur d'être copié. Ah, je l'ai vu ce post. Pourquoi est-ce que ça te fait quelque chose que les gens te copient? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont le style Grand Tune maintenant. Et je crois qu'il avait dit au début, oui, au début ça le dérangeait un peu. Et après, il s'est dit, en fait, non, c'est flatteur. Je veux dire, si les gens le font, c'est que... Ouais. Bah ouais, c'est que t'inspires et c'est que... Mais c'est ça qui est fascinant avec... C'est ça qui est fascinant avec lui, c'est que c'est tellement simple que ça te donne l'impression que tu pourrais arriver à le refaire. Ce qui est pas du tout ton cas, parce que toi, on le voit et on se dit, putain, il est vraiment bon, le mec. Ah bah, tu vois, j'ai failli faire un post là-dessus, exactement là-dessus aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, ça a l'air trop simple ce que tu fais, mais je sais que ça l'est pas, il l'a mis entre parenthèses, je sais que ça l'est pas, mais ça a l'air trop simple. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, enfin pour moi, même en le voyant, je me dis en fait, ça a l'air simple, mais tu sais, la simplicité, elle vient quand tu as pratiqué quelque chose pendant des années. Au début, c'est difficile pour tout le monde, n'importe quel art ou autre, et en fait, tellement tu le fais pendant des années, pour toi, c'est comme écrire, c'est comme manger. Donc, tu retransmets ça, en fait, aux lecteurs, aux éditeurs ou aux clients, que c'est quelque chose qui est inné pour toi. C'est comme si moi, maintenant, un portrait déstructuré, avant, je mettais peut-être 8 heures pour le faire. Maintenant, je peux mettre 3 heures pour le faire. Bon, ça dépend de l'inspiration, mais parce que je vois maintenant, c'est que ça se dessine avant que je le fasse, tu vois. La simplicité, ouais, bon, ça vient de là, je pense. Et pour revenir à ce que tu dis de Grand Tune, c'est vrai que, on a beaucoup ce problème de copie en ce moment dans les NFT. Il y a beaucoup de gens qui prennent les trends, les modes. Et il y a deux écoles, hein. Il y a ceux que ça dérange, ceux que ça dérange pas. Moi, j'ai fait les deux écoles. Je veux dire, pour moi en tout cas, ça m'a dérangé au début de voir beaucoup de gens qui faisaient la même chose parce que c'est ennuyant en fait. Mais il faut il faut copier au début. L'important c'est de ensuite avoir son propre style. J'ai copié Grand Tune un jour, ok, ben maintenant je vais changer de gamme de couleurs. Par exemple, il est plutôt dans les tons terre, vert, etc. Et ben moi je vais aller faire un truc super flashy dans le même style peut-être de paysage, mais faire un truc rose fuchsia, tu vois. Et là du coup tu crées ton identité avec la couleur. Mais il faut trouver un truc. Sinon tu restes un mouton parmi les moutons, et ça c'est pas ce qu'on veut. Parce que si tu veux être un artiste qui est repéré, il faut que tu aies une identité. Pour moi. Mine de rien, ça demande une certaine confiance en soi parce que tant que tu restes dans les codes de ton inspiration, t'es un petit peu dans une zone de confort parce que tu sais que ça marche, tu sais que ça plaît, le mec il a réussi. Et c'est aussi pour ça que ça doit être un petit peu frustrant parce que mine de rien, des grandes tunes, il y en a qu'un. Il y a un seul gars, c'est YCCTV ou quelque chose comme ça, je crois qui est resté un petit peu dans ce thème-là. Ouais. Tu vois de qui je parle? C'est le gars avec les caméras ou c'est qui? Oui, ouais, c'est lui. Ouais, bah, c'est pareil. C'est ça, c'est style minimaliste. Mais il se l'est vraiment approprié, lui. Ouais.
C'est ça, exactement. Il a pris le style, mais il a mis, bon, la caméra, maintenant, c'est son identité, quoi. Et bref, je t'ai complètement interrompu. Non, t'inquiète Tu pas. parlais justement de Kandinsky. Ouais, Kandinsky, ça a été, et c'est toujours, des fois, maintenant, alors, ça m'arrive d'avoir un manque d'aspiration et me dire, OK, là, je sais pas quoi faire. Et ben, je vais prendre un petit bouquin de Kandinsky ou alors, un article sur Internet. Je vais lire des petites citations, je vais regarder des œuvres et tu me dis, ah ouais, c'est cool, en fait. Et puis, ça me redonne, je sais pas, comme une boisson énergisante, tu vois, ça me remet un petit boost, et puis je me dis, ah, c'est bon, c'est reparti. Et du coup, à partir de là, j'ai fait des géoportraits. Ah non, excuse-moi, j'ai fait d'abord les œuvres célèbres. J'ai repris des œuvres célèbres. Donc pareil, les œuvres célèbres sont dans la collection Genesis. Donc j'ai pris du Vermeer, j'ai repris La jeune fille à la perle, j'ai repris plein d'œuvres célèbres, je sais pas, peut-être une trentaine, quarantaine. Et ça m'a fait vraiment aussi exploser sur Insta, parce que forcément, tu mélanges un style unique plus des œuvres célèbres où tu tags forcément les Vermeer, les Kandinsky et tout ça, et ça a vraiment bien marché. Et j'ai commencé à vendre à l'international à ce moment-là. Donc j'avais vendu, je crois, La Seine à New York. Je me suis dit, j'ai une œuvre à New York, c'est trop cool, tu vois. Ça faisait un an peut-être un an et quelques mois que j'étais artiste. Incroyable. Alors j'ai vendu ma première œuvre à une copine ici, une copine belge qui est au Mexique, dans la même ville que moi, qui a voulu me soutenir, on va dire, je pense plus qu'autre chose, et qui m'avait acheté un dessin 50 $, je crois. Donc voilà, c'était cool. J'étais content, très content. Et puis après, je pense que je suis monté à 100 $ pour les œuvres. Ça, c'est très compliqué aussi de me fixer un prix pour un artiste. C'est une question qui revient très souvent. Comment donner de la valeur à son art? Comment tu gères ça? Donc moi, j'étais là, bon, 100 $, c'est peut-être ce que ça vaut, je sais pas. Et c'est parti. Je me suis dit, ah, super, ça se vend. Et puis voilà. Et puis après est arrivé 2021, début 2021. Et j'ai vu l'artiste Gab Weiss, que tu connais, je pense. C'est un artiste cubiste qui est là depuis le début. Gab Weiss, non, bon, bref, c'est un artiste qui est assez connu aussi. Et j'ai vu sur Insta, je le suivais sur Insta, et il mettait des posts de OpenSea, tout ça. Je fais, c'est quoi ce truc, NFT, machin. Et c'est là que je me suis intéressé, où j'ai commencé à me dire, OK, il faut que j'aille là-bas, il y a un truc à faire. Et donc, je suis arrivé je sais plus exactement, mais avril ou mai 2021 sur OpenSea et sur Twitter, parce que j'avais pas de compte Twitter avant. Et j'ai appris. Alors, tout le monde était là en même temps que moi. C'était vraiment les débuts, quoi. Le début des CryptoPunks, début des Bored App et tout ça. Et ce qui m'a propulsé, en fait, j'ai eu vraiment de la chance. Enfin, de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais c'est que, en fait, OpenSea, la première semaine, m'a contacté sur Insta. Il m'a dit, ah, on aime bien ce que tu fais. À l'époque où ils promotionnaient encore les artistes et plus que les projets PFP. Ils m'ont dit, on veut te mettre en page d'accueil d'OpenSea. Je fais quoi? Du coup, t'es là, bon, ok. Donc c'était dans une semaine après. Ça, il m'avait dit, bon, ça sera dans une semaine. Et j'ai dit, ok. Donc j'ai parlé à ma copine. Je lui ai dit, il faut que je travaille comme un dingue parce que ma seule collection, c'était une collection de cubistes avec des formes cubisme, tout ça, des petits personnages. C'était la première et j'ai dû créer en fait comme un dingue pendant une semaine pour pouvoir avoir quelque chose à proposer parce que ma collection, elle avait peut-être une œuvre. Je me suis dit, mais si j'ai une œuvre en page d'accueil, enfin, c'est dommage, quoi. Donc, j'ai fait peut-être 10-15 œuvres en une semaine. J'étais les yeux rouges, je dormais pas et tout. Je me suis dit, il faut que ça impacte. Il faut que les gens voient ce que je fais et qu'il y ait du choix. Et du coup, voilà, ils m'ont laissé peut-être 5 jours sur la page d'accueil. Et j'ai fait, je sais pas, j'ai dû peut-être faire 5 000 $ de vente en 5 jours. Donc, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est génial. Et du coup, je continue à créer parce que je suis resté 4-5 jours sur la page. Je continue à créer justement. Comme je te disais, c'est ça qui m'a créé des problèmes, mais parce que tu veux proposer tout le temps quelque chose de nouveau, parce que sold out, il faut quelque chose à vendre, tu vois. C'est un peu triste, mais c'était la réalité en 2021. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé, donc j'ai continué en fait. J'ai fait mes géoportraits, donc des célébrités, fond blanc avec des portraits déstructurés au style Kandinsky, abstrait, etc. Et là, en fait, c'est devenu ma collection principale et j'ai fait en 2021, j'ai fait que ça. J'ai quasiment fait que des géoportraits. On peut s'arrêter 2 secondes sur justement cette notion de, tu vois, ce truc d'avoir cette pression de créer, parce que c'est quelque chose qui est dans nos têtes, clairement, tu vois. C'est pas une réalité fondamentale de notre univers d'avoir besoin de le faire, et c'est quelque chose qu'on crée, et je pense qu'on en est tous coupables d'une manière ou d'une autre. Bah ouais, c'est clair. C'est un peu cette pression, tu vois, c'était fear of missing out. T'as l'impression d'avoir cette opportunité que tu veux saisir au maximum. T'as pas envie de décevoir, t'as envie de tout un tas de choses. Là, aujourd'hui, là, avec le recul que tu penses que tu ferais les choses différemment? Je pense que je prendrais plus de temps pour moi. Ouais, c'est sûr. J'irais pas à créer autant, je pense.
Le truc, c'est que j'aime créer, donc j'aime dessiner, ça c'est pas un problème. Même en 2021 où je le faisais beaucoup, j'aimais le faire à chaque fois. C'est juste que j'étais fatigué, quoi, j'étais exténué. Donc je pense que maintenant, je le ferai de la même façon parce que ça m'a réussi, mais en prenant peut-être plus de temps. Au lieu de faire une œuvre par jour, j'en ferai une tous les 2 jours. Tu vois. Ah bah c'est bon, alors si t'en fais qu'une tous les 2 jours. Ça change tout. Si tu te prends un jour pour toi, tu vois, au Mexique, tu vas à la plage, je vais avec mes chiens, je vais me promener. Ça change tout en fait. C'est prendre du temps, avoir les yeux loin d'un écran, arrêter justement en 2021, Twitter c'était une folie. Donc arrêter de regarder toutes les 5 secondes si tu as un message, si tu as une notification. Je le faisais, ça. Ma copine me disait mais pourquoi tu as tes notifications et pourquoi tu réponds à tes commentaires? T'as encore tes notifications là, Twitter sur ton téléphone? Ouais. Mais t'es un fou. Tu les as pas, toi? Mais zéro, j'ai 0 notification sur mon téléphone. Pas d'appel, pas de message, rien du tout, et surtout pas Twitter. Ouais, alors je les ai, mais elles me font plus un effet comme avant. Non, ça c'est ce que tu penses. Au niveau biologique, mais oui, non, mais c'est sûr, au niveau biologique, ça active à chaque notification. Déjà, ça active ton système de dopamine, et en plus de ça, il y a un truc qui est le meilleur. Un des meilleurs livres, que j'ai lu sur la productivité et comment être efficace au travail, c'est un truc qui s'appelle Deep Work, que je recommande. Je crois que c'est Carl Newton, le mec qui l'a écrit. Quand t'es en train de faire une tâche et que t'es dans le flow, si tu te déconcentres, il te faut au moins 15 minutes pour retrouver le flow. Ça veut dire que à chaque fois que tu es en train de créer quelque chose, que tu es en train de travailler sur quelque chose, si là par exemple on est en train d'avoir cette conversation, là je suis dans le flow, tu vois, je suis vraiment complètement engagé. Si je décide de prendre mon téléphone et de regarder une notification, il me faudra 15 minutes pour retrouver cet état-là. Et chaque notification, putain, non mais c'est vraiment c'est le fléau de notre société, les notifications. Depuis le début, je suis artiste, j'ai jamais réussi à dessiner pendant 5 heures d'affilée. Même 2 heures. J'ai toujours en fait mon téléphone ou un truc à côté. Alors là, depuis les NFT, c'est le téléphone. Mais avant, ça pouvait être, je sais pas, je sors, je sais pas, 10-15 minutes, je vais faire un truc. Je vais voir un pote à la ville à côté. J'arrive pas en fait, j'ai pas la capacité de me concentrer ni de m'organiser. Mais c'est bien. Je sais pas si c'est bien parce que du coup. T'es un artiste, t'as le droit. Ouais, il paraît. Il paraît que les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent du moment que c'est un petit peu désordonné, ça sonne bien, tu vois. Mais j'aimerais pouvoir, tu sais, ok, je commence le portrait aujourd'hui et je le finis en 5 heures, terminé et je fais autre chose. Tu vois, au moins c'est carré. C'est pas possible, j'arrive pas. Et je comprends, et j'ai déjà vu cette info que tu me dis sur les notifications en particulier. Ouais, bon maintenant, comme je te dis, ça me fait plus aucun effet, mais implicitement dans mon subconscient, je pense que oui, il y a cet effet-là. Ouais, en gros, donc après, quand j'ai vendu mes portraits en 2021, en fait, j'ai vendu la plupart des portraits que j'avais fait en 2020, parce que j'avais commencé déjà à faire toutes ces œuvres, donc marqueurs sur papier. Tout ce que j'ai commencé à faire, après j'ai investi dans des marqueurs un peu mieux, de meilleure qualité. Et des feuilles aussi de meilleure qualité parce que j'ai arrêté bien sûr d'utiliser les feuilles d'imprimante. Et puis j'ai commencé à faire des plus grands formats aussi. Je crois que ma plus grosse œuvre, elle fait 1 mètre par 80 au marqueur. Donc c'était un peu le problème aussi, c'est que le marqueur, tu fais des remplissages vraiment tout petits. Tu peux pas faire des grandes zones comme avec la peinture. Et du coup, pour cette raison aussi, je pouvais pas vraiment faire des fonds. Au lieu des fonds blancs, je pouvais pas vraiment faire des fonds entiers. J'aurais pu faire des mélanges de médias, enfin tu vois, de prendre de la peinture, de la pastel, aquarelle et mélanger avec le marqueur. Ce que j'ai essayé, mais mon truc à moi c'était les marqueurs. Et après je me suis dit ok, en fait il faut que je fasse du digital parce que c'est la prochaine étape. J'ai galéré à prendre des photos pour les mettre sur OpenSea, ça faisait toujours des lumières un peu bizarres. C'était beaucoup plus simple pour moi d'investir dans un iPad et utiliser Procreate, qui est l'application que j'utilise encore aujourd'hui, parce que c'est fond blanc, c'est net, les couleurs sont vives. Tu prends ton JPEG, hop, tu le mets sur la plateforme et terminé. Donc depuis les NFT en fait, depuis 2021 maintenant, je suis totalement digital, mais j'ai créé plus de 150 œuvres au marqueur avant ça. Donc en un an, j'ai fait plus de 100 œuvres, tu vois, 150, ça fait peut-être une œuvre tous les 2 jours. C'est fou. Et comment toi, en tant qu'artiste digital, c'est vrai que dès qu'on parle de token NFT ou fongible, on a cette notion de supply qui revient. Est-ce que toi, tu penses à ça? Est-ce que tu y réfléchis en termes de... Parce que tu sais, on parle souvent de dilution, quoi.
ton Ouais, ouais. supply, dès que tu sors des nouveaux tokens, dès que tu sors des nouvelles offres, tu parles de dilution. Est-ce que c'est un concept auquel tu penses régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe pas trop? Comment est-ce que tu le vois dans ta stratégie d'artiste? Donc la rareté du token, c'est ça? La rareté de la quantité de tes œuvres qui existent en fait. Ah non, ça, bon, honnêtement, alors j'ai vu une ou deux fois le sujet abordé, mais honnêtement, je pense que la plupart des artistes sont d'accord. T'es un artiste, t'es là pour créer. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour dire ah non, je vais faire une œuvre tous les 2 mois, 3 mois pour créer une rareté, parce que non, je vais pas me priver de ce que j'aime faire pour créer une rareté. Donc j'aime l'art, j'aime dessiner, je crée et je propose aux gens tout le temps des nouvelles choses parce que j'aime ça quoi. Et je pense pas, enfin il y a tellement d'exemples des Van Gogh et des artistes très connus du siècle passé ou il y a 2 siècles même qui ont créé mais des œuvres, je sais pas, 2000 œuvres, énormément, même tu vois, des sketchs, des petits brouillons et tout ça qu'ils ont vendus aussi par la suite, parce que en fait, c'est ça qu'ils font, quoi. C'est leur raison de vivre. Donc la rareté, pour moi, elle est pas dans la quantité d'œuvres. Enfin, les gens vont investir plutôt en toi, en qui tu es et en l'espoir qu'ils ont pour toi dans le futur. Donc que tu sois un bon artiste et tout ça, que tu sois forcément, il y a les collectionneurs qui vont acheter pour l'art, mais aussi pour la valeur que ça aura dans le futur. Et donc, c'est plutôt ça pour moi qui est important. Quand tu investis en quelqu'un, c'est de croire vraiment en son histoire et croire qu'il a un gros potentiel, quoi. Donc ça, en plus, j'ai la chance d'avoir des collectionneurs qui sont comme ça. Donc, c'est pas juste de la spéculation et c'est aussi de l'art. Et c'est pas juste parce que, ah non, il faut qu'il ait 3-4 œuvres par an, sinon, il n'y a pas de valeur, quoi. Donc ça, non, pour moi, ça a jamais été vraiment un débat. En tout cas, à l'intérieur de moi, ça n'a pas été un débat. J'aime ce que je fais, je le ferai. Je pense que peut-être dans le futur, imaginons, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu peux créer moins parce qu'à un moment, il y a peut-être ton corps a besoin de se reposer, tu vieillis, tu as peut-être besoin aussi de plus de temps. Mais je pense pas que ça sera une œuvre par an. Ça sera peut-être une œuvre toutes les 2 semaines. Mais imaginons peut-être dans 10 ans une œuvre toutes les 2 semaines, une œuvre toutes les 3 semaines. Mais ça serait vraiment dommage de priver un artiste de ce qu'il aime faire, quoi. C'est un des trucs, parce que du coup ça fait 2 ans que je te connais, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais à l'époque et je vois ce que tu fais maintenant et j'ai vraiment l'impression que tu es en train d'atteindre un nouveau palier actuellement en termes de création artistique. Est-ce que c'est toi quelque chose que tu recherches activement? Est-ce que c'est quelque chose qui a lieu justement parce que tu as cette résilience, parce que tu continues de travailler continuellement? Comment est-ce que tu as cet équilibre entre ta création prolifique et l'évolution de ton art dans le temps? Je pense que les portraits, ça sera, enfin, les géoportraits, comme je les appelle, parce qu'ils sont géométriques, on va dire, plus ou moins. C'est pas géométrique, mais c'est un peu, voilà, avec des formes géométriques. J'appelle ça les géoportraits, ça sera toujours mon identité parce que c'est comme ça que j'ai été connu, entre guillemets. Je suis pas célèbre, mais voilà, on m'a connu comme ça. Et j'aime le faire, donc c'est vraiment, ça sera toujours, on va dire, ma 50%, 80% de mon travail, je sais pas exactement le pourcentage. Mais il y a pas longtemps de ça, je me suis dit, ok, c'est bien, ça fait 1 an et demi que je fais ça, mais pour moi, enfin, j'ai besoin de faire autre chose et de créer encore plus d'émotions. Les portraits, ça crée beaucoup d'émotions chez le collectionneur parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est les 90, 2000 qui sont touchés le plus. J'ai beaucoup fait de personnages Nintendo, de jeux vidéo, de mangas, etc. Et ça parle, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup parce que c'était mon enfance. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon âge aussi à qui ça parle. Donc ça, c'est très cool. Ça ramène des souvenirs. C'est pas la même émotion que ce que je crée les nouvelles œuvres maintenant qui sont plus abstraites. J'ai fait depuis, je sais pas exactement combien de temps, mais quelques mois, des œuvres qui sont complètement abstraites sur Foundation principalement et puis un petit peu sur Bitcoin aussi maintenant. Et ça, en fait, c'est un défi personnel parce que tu pars de zéro. Quand je fais un portrait, je pars d'une image de référence. Donc, il n'y a pas la création pure de zéro. Alors, quand tu pars d'une œuvre abstraite, déjà, j'en fais beaucoup moins parce que justement, il faut que tu sois complètement concentré et que tu aies une idée, que tu aies envie de faire passer un Un message. par jour, ça serait impossible. Ah non, non, c'est pas possible. Même si je voulais, je pourrais pas. Et j'ai fait peut-être une fois une période où j'en ai fait 3 en 4 jours parce que j'étais là, j'avais vraiment un message à passer. Je me disais, tu vois, il y a un truc, t'as une direction et tu sais où tu vas. Et puis après, plus rien pendant un mois parce que tu sais, t'as pas d'inspiration. Donc il y a eu des œuvres que j'ai fait j'ai eu beaucoup fait le thème de l'homme dans la société et de la pression patriarcale et tout ça. Donc là, j'ai eu une inspiration et je l'ai retransmis à travers l'art abstrait. Et ça, voilà, donc j'étais inspiré, c'était très cool. Mais si t'as pas, quoi. Tu peux pas faire venir l'inspiration dans l'abstrait. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre les portraits et mon nouveau style artistique.
c'est que je peux faire passer mon émotion. Tu vois, en général, un autre sujet, mais les hommes en général pleurent très peu. Moi, le premier, pour mon éducation et pour tout ce que nous a donné la société, on a toujours à retenir les émotions, pleurer ou d'autres émotions d'ailleurs. Et l'art abstrait a commencé à me donner des émotions, tu vois. Il y a la musique qui m'en donne de plus en plus, et la musique combinée à ce que je dessine, principalement donc les œuvres sur Foundation que j'ai fait il y a pas longtemps, ça m'a fait couler les larmes, quoi. J'ai dit mais c'est ouf le sentiment que tu peux avoir à dessiner quelque chose qui est en fait au fond de toi, que tu n'arrives pas à extérioriser parce que je sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas. Et tu le retransmets à travers ton art en fait. Et après, si la personne qui est en face l'interprète comme toi, super. Si elle l'interprète différemment, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est abstrait. Donc tu peux voir ce que tu veux. Ça, j'avais un besoin en fait de transmettre quelque chose que je pouvais pas transmettre avec les portraits. Ah, c'est trop bien. Voilà. J'adore. C'est trop important. Ouais. C'est important pour un artiste, je pense, d'évoluer. Pas forcément. Je pense que t'as besoin d'une identité. Donc moi, j'ai toujours cette identité de déconstruire. On va dire toujours un peu géométrique et avec des formes que je compose, parce que maintenant je comprends que la composition est le plus important dans le travail, dans mon travail en tout cas. Comme je sais pas si t'as vu la dernière œuvre que j'ai fait avec mes collectionneurs. Je sais pas si t'as peut-être participé même. Avec les couleurs? Non, alors c'est celle d'avant, c'est celle en fait où j'ai demandé à chacun de me donner un objet, une chose, et moi je l'intégrais dans une œuvre. Non, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas fait. En gros, c'était il y a à peu près une semaine, 10 jours. Et chacun me donnait dans les commentaires, je sais pas, un crâne, un carré, une voiture, un train, ce que tu veux. Et donc, l'activité, en fait, c'était de le composer. Tu peux avoir toutes ces données, mais chaque artiste va te faire un truc différent. Et la beauté pour moi de l'œuvre, c'est que si tu la composes d'une manière correcte, en tout cas pour moi qui est correcte, et ça va transmettre quelque chose. Mais si tu mets tous ces éléments au centre et fouillis, etc., ça peut être moins cool, quoi. Et donc mon défi, c'est ça. J'ai eu 43 collectionneurs qui m'ont proposé quelque chose. Donc 43 petits dessins. L'œuvre s'appelle Collector, c'est la famille qui a choisi, quoi. Et puis j'ai mis ça et j'ai fait cette œuvre-là et on l'a mis en Open Edition. Tout le monde était très content de participer et de voir son petit grain de sel, tu vois, dans une œuvre Hate Project. Ouais, et le résultat était cool. Ouais, moi, il y a un concept qui ressort beaucoup et j'en ai déjà parlé dans le podcast et dont je me sers même maintenant pour du project management, par exemple, c'est wisdom of the crowd. C'est la force de la foule. La force de la foule. J'ai entendu un concept comme ça, ouais. Et ben, je trouve que c'est un petit peu ça. Et moi, dans le contexte du project management, je suis le facilitateur et du coup, mon objectif, c'est de prendre les contributions de chacun et de les repackager. C'est littéralement ce que toi t'as fait aussi. T'as eu la foule qui t'a soumis des choses et toi t'es le facilitateur artistique qui fait. Et le résultat, il était fantastique et c'était une super initiative. Et pour revenir aussi à ce que tu disais, comment un artiste, un nouvel artiste dans la sphère NFT peut se démarquer, je pense que c'est aussi important de faire participer ta communauté. Donc déjà créer une communauté, bien sûr, mais créer toujours des interactions en fait. Déjà c'est cool parce que c'est mieux que juste laisser une œuvre et dire ok achetez-la. Et ça c'est aussi un problème pour moi, pour beaucoup d'artistes. Enfin beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup, mais je le vois souvent, des artistes qui sont très répétitifs, qui vont poster la photo de l'œuvre, le titre, la taille pourquoi pas et le prix et achetez-le quoi. Et ils le font ça sans cesse. Il y a aucune émotion, t'as l'impression d'être un produit quoi en fait, c'est que les gens doivent acheter ça. Et ça, c'est non, quoi. Je veux dire, ça marche. Ça va peut-être marcher 1 ou 2 fois. Mais si tu veux, en tout cas, fonctionner sur le long terme, il faut que tu crées une symbiose avec les gens qui te supportent. Donc, c'est pas facile tout le temps, bien sûr, parce que t'as pas tout le temps des idées pour proposer des trucs. Et puis, des fois, t'as pas envie aussi. Parce que si t'as envie de créer, t'as pas envie de te prendre la tête avec autre chose. Mais il y a des fois où c'est vraiment très cool. Moi, j'adore essayer de créer des petits projets, justement, des idées artistiques communautaires. Et donc là, c'est ce que j'essaie de faire. Justement, les gens sont contents parce que ils font quelque chose, quoi. Ils sont pas là juste à acheter une œuvre, ils participent activement. Tu penses que c'est quoi la part, quand quelqu'un achète une œuvre, c'est quoi la part l'œuvre en elle-même et l'artiste? Est-ce que quelqu'un qui te collecte aujourd'hui, enfin qui achète de ton art, tu penses qu'il achète à 50% l'art et à 50% la personne? Est-ce que tu penses que c'est plus disproportionné que ça? Je pense que ça serait peut-être un 70-30, 70 pour l'art et 30 pour l'artiste. Après, tout dépend, enfin pour moi, je pense. Après, je parle pour les autres, donc je peux pas vraiment savoir, mais je pense que ça dépend encore une fois si l'artiste est transparent sur sa vie d'artiste ou pas.
S'il poste juste ses œuvres et qu'il a jamais posté son visage ou sa vie, bah le collectionneur va acheter l'art parce qu'il connaît pas l'artiste. Par contre, si tu commences à te dévoiler un petit peu et montrer qui tu es, et ben moi, enfin pas depuis le début, mais depuis un petit moment, je parle de moi et de ma vie, etc. Et j'ai des messages maintenant en privé que j'avais pas avant sur ah mais j'ai vu ce post et je résonne vraiment avec ce que tu as dit et ton histoire elle est folle, ça m'inspire. Je l'ai pas tous les jours, mais ça arrive et ça me fait vraiment plaisir parce que quand je partage mon histoire en disant tu peux le faire et tout ça, c'est pas en disant que moi j'ai fait bien, c'est pas que j'ai fait mieux que les autres, c'est en disant vraiment que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je suis pas exceptionnel. Et donc, j'ai envie vraiment, ça me fait plaisir de voir des gens qui sortent de leur vie qu'ils aiment pas trop, tu vois, pour aller vers quelque chose qu'ils préfèrent. Et ça arrive régulièrement et c'est un kiff, quoi. Donc, je pense que du coup, dans ce cas-là, les gens achètent aussi l'artiste parce qu'ils ont une vraie connexion avec l'artiste et avec son histoire. Et du coup, l'histoire de l'artiste fait partie aussi de pourquoi tu investis. Parce que si l'artiste est aussi résilient et il a envie d'y arriver, que ça se voit, et bah tu vas dire ok, mais lui il va jamais abandonner, il va aller encore plus haut, tu vois. C'est clair. Donc il faut, je pense, je suis pas un collectionneur vraiment. Je collectionne très peu d'œuvres parce que j'arrive pas en fait à me concentrer sur la collection, sur collectionner et créer. Je crée ça quasiment à 90% et des fois j'achète des œuvres, mais très rarement. C'est plutôt des œuvres physiques d'ailleurs que j'achète pour chez moi. Et j'arrive pas, enfin pour moi, si tu dois être collectionneur, tu dois vraiment chercher l'artiste, pas que pour l'art, mais aussi pour ce qu'il est, quoi, et pour ce qu'il va être plus tard. Parce que juste acheter pour supporter un artiste, c'est bien, c'est gentil, mais il faut aussi une valeur. L'argent a une valeur, donc il faut que tu aies un retour peut-être. Il faut pas attendre un retour dans 2 semaines, bien sûr, parce que ça c'est impossible. Et il y en a beaucoup qui l'ont cru au dernier bull market où ils disaient ah je vais acheter et puis ils relistaient un tout petit peu plus cher. Ils voulaient un bénéfice au bout d'une semaine ou même des fois au bout d'1 ou 2 jours. Non, il faut acheter parce que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va prendre. Et il faut être patient, comme tout. La patience, c'est le plus important. Mais ouais, acheter une œuvre, il faut vraiment, on dit investiguer, c'est ça? Ça se dit en français? Ouais. Chercher, tu vois, vraiment Ouais, ça se comprend en tout cas. ce que c'est, ce qu'est l'artiste. Donc l'art soit joli, bien sûr, mais aussi que ça soit un artiste émergent et qu'il y a du potentiel en artiste. Pour moi, c'est un des plus importants. Carrément. Et je pense que certains l'oublient et du coup se plaignent après qu'il n'y a pas eu de plus-value sur l'œuvre. Bah oui, t'as acheté parce que justement ce Gary Vee a acheté cette œuvre et du coup ça n'a pas explosé. Ah, dommage, tu vois. Et encore pire que ça, encore plus simpliste que ça, il y a vraiment ce truc pendant le bull market d'avoir l'impression que parce que t'achètes un NFT, parce que c'est un NFT, il va prendre de la valeur, alors qu'il n'y a pas de valeur inhérente à la technologie. C'est ce qu'il y a dessus, mais ça, les gens. Je dissocie vraiment l'art et les NFT, quoi. Enfin, je veux dire, t'as l'œuvre d'art et puis ensuite qui est sur la blockchain en tant qu'NFT, mais à la base c'est de l'art, quoi. Je veux dire, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc un NFT, c'est un NFT. Je veux dire, il a pas plus de valeur qu'une œuvre d'art classique. Non, c'est sûr. Il a plus. Enfin, si tu crois vraiment en Web3, etc., tu sais qu'il va avoir plus de valeur parce qu'il est authentique. Il y en a un seul, ou on a plusieurs éditions, mais en tout cas, il est authentifié. Mais en dehors de ça, ça reste la même œuvre que si tu l'avais en œuvre physique. Comment est-ce que tu choisis les géopersonages? Est-ce que tu dois être particulièrement fan? Est-ce que tu as forcément consommé leurs histoires? Ou est-ce que c'est la période qui t'inspire? Comment tu fais ce choix-là? Il y a un peu de tout. Les tout premiers que j'ai faits, c'était par inspiration et parce que j'aimais. Encore maintenant, j'en fais... après, tu commences à épuiser, bien sûr. Un jour, tu as fait quand même beaucoup de personnages. J'en avais fait en portrait, je sais pas combien j'en ai fait, mais au moins 400. Donc au bout d'un moment, tu dis bon... J'ai fait tous les personnages de mon enfance, j'ai fait tous les chanteurs que j'aimais. Donc j'en ai fait, la plupart sont faits parce que je les aime. En général, d'ailleurs, je fais jamais un personnage que j'aime pas du tout. Enfin, qui est controversé ou tu vois, je vais jamais faire un tyran politique, tu vois. Enfin, je vais jamais faire. Je sais pas, mais dans l'idée, ce serait de pas le faire, tu vois. Caricature Poutine. C'est ça, un Poutine ou un Hitler, on va éviter parce que sinon, je pense que je vais chuter dans les sondages. Je pense qu'il y en aurait qui demanderaient ça, mais je pense que ce serait un non catégorique. Et ensuite, alors il y a des demandes. Je prends maintenant des commissions, donc des commissions des œuvres sur demande, portraits sur demande en 1-1. Donc là, c'est le holder qui choisit, hein, il prend vraiment qui il veut. Quelqu'un qui n'est pas déjà fait, bien sûr. Et d'ailleurs, depuis un petit moment, j'ai fait ce système, je sais pas si tu as vu, Ouais, j'ai vu. Je l'ai raté, j'étais dégoûté. Mais ouais, je voulais vraiment en prendre un et j'ai raté le mint à pas longtemps. Mais en même temps, c'est parti très très vite. Hein. C'est parti vite, ouais. Je crois 30 minutes, il y en avait 100.
Et donc l'idée en gros c'était ce portrait-là en noir et blanc, c'est la clé pour avoir un portrait commission, donc sur demande. J'aimerais en fait dans le futur faire plus de one-one et en faire moins. Du coup, qu'il y a vraiment un privilège d'avoir ces portraits, ces géoportraits en édition unique. Donc justement, ces personnes qui ont ce NFT unique, cette clé, seront privilégiées. Et l'idée, c'est que donc, ma carrière monte et monte et que les gens après se battent pour avoir ces 100 NFT qui sont les clés pour avoir le one-one. Il en reste combien là? De comment? T'as déjà eu des commissions? Il y en a déjà? Parce que comment ça se passe déjà? Ils doivent burn la clé pour obtenir une commission, c'est ça? Non, même pas. C'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, il y en aura toujours 100. Parce que, imaginons, après, t'en as 99 qui burn et il n'y en a plus qu'un. Je veux dire, il n'y a plus qu'une personne qui pourrait avoir un portrait one-one. C'est très dommage. Bah ouais. Donc, il y en a 100, en fait. Donc, ça a été un peu une réflexion parce que je me suis dit, je me coupe du coup des autres commissions. Des gens qui sont pas holders de ce portrait-là pourront pas en demander. Du coup, ça me coupe peut-être d'une clientèle. Mais bon, il faut choisir entre la rareté et justement la masse. Et donc, c'était quoi la question? Comment ça se passe, ouais. Une fois que tu as la clé, comment est-ce que ça se passe du coup pour obtenir une... Ce qui est bien, c'est que donc t'en as 100 et une fois que t'en as demandé un, imaginons t'as une unité, tu viens de me demander en DM le portrait que tu veux. Et bah tu peux m'en demander un deuxième, un troisième, un quatrième. En fait, c'est ta clé, donc la clé tu l'utilises comme pour rentrer chez toi, quoi. Ok. Et si tu la veux plus, bah tu la mets sur le marché secondaire et il y aura quelqu'un qui viendra l'acheter. Une fois que j'ai utilisé la clé pour obtenir la commission, combien est-ce que ça me coûte pour obtenir le... Donc le portrait en soi c'est 0,28 Ethereum, donc c'est pas un prix fixe, c'est le prix d'aujourd'hui. Je te dis pas que si dans 2 ans, voilà, il peut y avoir des modifications. Donc là c'est 0,28. Imaginons, je sais pas, la carrière explose vraiment à l'international, donc peut-être qu'un jour le portrait sera un Ethereum. Mais aujourd'hui c'est 0,28 et donc la valeur c'est dans cette clé et dans le fait de pouvoir la revendre. Donc imaginons tu as fait ton portrait, tu es content, tu as la personnalité que tu aimes et tu revends ta clé et tu fais aussi peut-être une plus-value sur la clé. Elles se vendent à combien actuellement ces clés? Il y en a aucune qui est listée. Ils sont pas bêtes. Aïe. Après il y en aura sûrement peut-être un jour, mais je pense que les gens ont compris quand ils l'achetaient que ça va être de la valeur dans le temps. Déjà parce que ceux qui l'ont acheté ont peut-être le projet de faire une commission, mais pas maintenant, quand ils auront l'argent ou dans un an, tu vois, ils vont la garder, ou peut-être ils en ont acheté plusieurs, parce qu'il y en a qui en ont acheté 2-3, histoire de les revendre, de faire de la spéculation, quoi. Donc ça c'est le truc, hein, tu peux pas. Je vais les trouver, je vais leur voler leur clé. Il y en a peut-être, je suis allé voir, il y a 3-4 jours, il n'y en avait pas en vente, peut-être qu'aujourd'hui il y en a, mais bon, ça se négocie, ça. Ah, c'est pas facile. Moi je sais que je me casserais... Du moins avant, en tout cas, je me serais trop cassé la tête sur ces notions de supply et qu'est-ce que je peux créer et pas créer et est-ce que je dois faire que du one-one, est-ce que je dois faire... Moi, tu vois, par exemple, j'aime pas collectionner des collections multiples. C'est pour ça que j'ai jusque-là, il y avait des géoportraits que j'ai adorés. Mon portrait, il est pas unique. Ça m'a toujours un petit peu, gêné. Mais après, c'est très spécifique à moi. Hein, je l'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens comme toi. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns. Et moi, la stratégie, alors avant, c'était de faire un peu des deux. Maintenant, je fais un peu plus d'édition pendant le bear market parce que je sais que les portefeuilles ont réduit aussi. Et c'est clair parce que les portraits 1-1, j'en ai vendu beaucoup moins pendant le bear market. Donc, je propose, en fait, je m'adapte au marché. Donc, pourquoi j'ai continué à vendre? Parce que je me suis adapté. En 2021, bull market, je vendais en édition 5 éditions. C'était 0,18 par édition. Donc, c'était assez intéressant. Aujourd'hui, une édition de 5, c'est 0,06, tu vois. Parce que je m'adapte et j'ai pas envie de faire payer au-delà de ce que, voilà, enfin, les gens ont envie, ils aiment l'art que je fais. Je vais pas les priver d'en acheter en mettant des prix inaccessibles. Pour l'instant, je m'adapte. Je suis pas quelqu'un de célèbre en me disant, OK, je vais mettre un Ethereum et puis tant pis s'ils veulent pas, tu vois. Je préfère me dire, je m'adapte à ma communauté. Ils ont envie d'avoir mon art. Je vais juste baisser le prix, c'est pas grave. On le montera petit à petit dans le futur. Et justement, ces gens-là sont très contents d'avoir fait une plus-value parce qu'ils ont acheté bas pendant le bear. Et pendant le bull market, ils vont faire un petit x3, x4, ce qui est arrivé en 2021, voire même plus que ça. Et donc là, voilà, mon secret du bear market, c'est que je me suis adapté au marché, quoi. J'ai pas tenu tête pendant 2 ans, parce qu'en plus, tu sais pas combien de temps ça va durer le bear market. Celui-là était particulièrement long. Si tu tiens tête avec tes éditions à 0,18 et tu dis, ça se vend pas, mais c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un. Moi, enfin, l'art, maintenant, c'est mon métier, c'est à plein temps. J'ai besoin d'un revenu aussi. Donc, d'un côté, je fais plaisir à mes collectionneurs qui peuvent acheter. D'un autre côté, il y a un petit revenu qui rentre chez moi pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que ton secret,
Enfin, l'adaptation, c'est probablement un secret, mais ton vrai secret pour moi, c'est vraiment ta capacité à être resté au contact de ta communauté et d'être toujours là, d'avoir cette présence et cette énergie dont je parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, en fait. Toi, on voit que c'est ton métier, t'en as bénéficié, tu t'en caches pas, t'es très transparent là-dessus, mais t'es pas un grifter, comme on dit, quoi, ou ah bah quand le vent il sera meilleur, je reviendrai. Ouais. T'es là, t'es au contact des gens, maintenant t'es dans le Discord des Cryptomasques, c'est ta base, bah t'y es quoi. T'es là tous les jours, t'es au contact, les gens te connaissent, tu fais partie du truc, t'es pas quelqu'un qui est en dehors et qui veut en profiter, t'es pas dans le game, t'es le game quoi. Je sais pas trop quoi penser justement des gens qui sont partis. Justement, j'ai été un petit peu au début des NFT et j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont vraiment explosé en même temps que moi en 2021. Très cool pour eux, mais par contre, ils sont partis directement en 2022. Enfin, ouais, 2022, ils sont partis. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais pas trop quoi en penser parce que chacun a sa vie, bien sûr. Tu peux avoir, si t'as pas de vente, bah, t'as des factures à payer, il faut que tu reprennes un boulot. Il y a pas longtemps, j'avais vu deux, trois artistes, justement, qui en pouvaient plus, quoi. Ils arrivaient plus à vendre comme ils pouvaient, donc ils ont repris leur boulot. Ils étaient en full time depuis le début 2021, ils sont redevenus en artistes à mi-temps, quoi, parce que il n'y a pas de choix. Donc je sais pas si c'est un pas en arrière, mais en tout cas c'est nécessaire parce que tu as besoin de vivre. Bah ouais, il faut ce qu'il faut. Mais après, est-ce qu'il y a plus de mérite pour ceux qui sont restés pendant le bear market, qui ont tenu coup et qui ont tenu bon? Et est-ce qu'il y a moins de mérite pour ceux qui sont partis? Ça, je sais pas. C'est pas à moi de juger. Je pense pas qu'il y ait une question de mérite. Bon, après, il y a des différences d'intention. S'il y a des personnes qui sont venues juste parce qu'il y avait une grosse opportunité de s'en mettre plein les poches et qui sont repartis direct, là, il y a zéro mérite et eux, il faut s'en souvenir quand ils reviennent et ne pas leur accorder la même liquidité. Par contre, il y a le fait que c'est un véritable investissement, que l'énergie que tu donnes par rapport à l'énergie que tu reçois, c'est plus du tout la même chose. Et du coup, pour eux, j'en sais rien. Parce que clairement, tu vois, moi, j'ai fait mon bull market de 2017. Et après, pendant 1 an et demi, j'étais plus trop actif. Et j'en ai eu besoin. Hein, parce que ça a été épuisant. Et encore, j'étais pas un builder. J'étais juste un investisseur et ça m'avait déjà épuisé. Et du coup, je peux comprendre les gens qui font ça pendant 1 an et demi à fond. Et après doivent partir. Et ce qui est de dire ça, bah ça met encore plus en lumière la force et la résilience dont tu parlais, parce que justement, il y a pas forcément de pas de mérite pour eux, mais il y a du mérite pour quelqu'un comme toi qui est toujours là, quoi, qui fait ce qu'il a à faire, qui est toujours au contact. Donc bravo. Merci. Moi, c'est surtout au niveau des collectionneurs que de 2021, j'en ai vu qui sont en pause, en tout cas, ils sont en train d'hiverner. J'ai eu des nouvelles de temps en temps de certains, mais parce que ça a été vraiment une famille, quoi. Il y a vraiment une différence entre ceux qui ont collectionné mon art en 2021 et le bear market, qui est maintenant beaucoup plus francophone d'ailleurs, ce qui est très cool. Donc ça me fait voir différents horizons. Mais ceux de l'ancien bull market, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'hiverner en attendant le prochain et qu'ils vont revenir dans pas longtemps. Donc après c'est différent justement quand tu dis quand t'es investisseur, collectionneur ou quand t'es artiste, il y a ces deux choses, c'est peut-être pas comparable, mais ouais, c'est pas une question de mérite. Moi en tout cas je suis fier de moi en tout cas d'être resté, parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Enfin, les gens voient les ventes, voient les ondes positives que je peux donner sur les réseaux, mais bien sûr il y a ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a ce que moi je suis, quand c'est les questions que je peux avoir, le syndrome de l'imposteur, on a déjà évoqué un petit peu, mais je l'ai encore beaucoup moins qu'au début, mais je l'ai encore de temps en temps. Mais raconte ça. Je veux bien, ça m'intéresse comment ça se manifeste chez toi. Quand tu te compares tout le temps aux autres, en fait, que tu te sens pas légitime, que t'es pas légitime, t'es pas à ta place. Moi, j'ai pas fait d'école d'art, du coup, ceux qui ont fait des écoles, ils sont peut-être meilleurs que moi. Pourquoi moi je suis là, pourquoi je vends en fait, tu te sens toujours pas à ta place. C'est un peu bizarre. Ouais, Et comment tu le gères? Comment tu le travailles, toi? En résilience, en méditation, en soufflant, en allant prendre l'air, en voyant des amis. Pour moi, je pense que le côté social, IRL, dans la vraie vie, c'est important, parce que c'est ça qui me fait souffler, tu vois. Là, je sais pas, je vais bosser. En général, je bosse le matin, je crée le matin, et je vais, pas tous les jours, mais je vais l'après-midi au centre-ville, donc ça à 30 minutes de chez moi, je vois des potes. Jouer au paddle. On va jouer au paddle, on va d'ailleurs ce soir un petit tournoi. Et tu vois, ça me coupe, je pense à plus à rien. Et bon, j'ai mon téléphone, bien sûr, pour regarder de temps en temps et faire 1 ou 2 posts. Mais après, voilà, je reviens le soir, je prends une bonne douche, je recrée un petit peu avant de dormir. Et puis, en général, ça, c'est un petit peu le quotidien que j'ai.
Et c'est ça qui me fait du bien, en tout cas, par rapport à 2021 où c'était non-stop. J'avais pas trop de vie sociale parce que c'était aussi le Covid. Donc, bon, ça n'a pas aidé. Là, je peux sortir, donc je peux aussi me changer les idées. Mais comment le gérer, c'est pas facile. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec un collectionneur qui a ça, qui est nouveau dans l'art et qui a ce sentiment. Et je regardais du coup comment l'expliquer sur Internet. Ils disent qu'il y a 70% des artistes qui l'ont, quoi. C'est énorme. Qu'ils l'ont au moins une fois. Faut dire pas toute leur vie, mais qu'ils l'ont déjà vécu. C'est quoi, on se rappellera pas dans le cadre d'un podcast et je suis sûr que je pourrais te filer un coup de main là-dessus. Ah bah volontiers. Il y a toujours des sources, il y a toujours des racines. Il y a rien qui existe dans l'expérience humaine qui a pas de connexion. Et ça m'est déjà arrivé d'aider des personnes à trouver ça. Donc on fera. J'aime bien justement ces discussions un peu philosophique, parce que c'est toujours, comme tu dis, c'est les racines, ça vient de l'éducation, ça vient de beaucoup plus loin. Bon, c'est un truc que j'aurais dû faire, ma copine a dit de faire, c'est de voir un psy, tu vois, justement pour, pas dans le sens, t'as un problème, et encore si j'ai des problèmes, mais ça, c'est un problème que, tout le monde a des soucis. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, ont des problèmes à voir des psys. Bah, on garde trop de choses, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, pour pleurer et tout ça, les émotions. J'ai vu une étude il y a pas très longtemps encore, pourquoi les hommes meurent plutôt que les femmes. C'est une des raisons pour laquelle les hommes meurent plus tôt, parce que ils gardent leurs émotions, ils sont là toujours dans le maintien et dans le contrôle. Du coup, tu crées des infarctus, des problèmes internes qui sont horribles. Et ça, c'est un gros travail qui est en train d'être fait. Je pense que les hommes d'aujourd'hui prennent conscience. Et moi, je devais aller voir un psy, mais j'ai eu cette réflexion un petit peu genre, je sais pas. Si tu vas voir un psy, c'est que t'avoues des faiblesses et que t'as des faiblesses. Donc, du coup, ça devient réel, tu vois. Je sais que je le ferai à un moment, mais il faut que je sente le déclic. Mais voilà, tu vois, l'artiste, le cliché de l'artiste un petit peu maudit et tout ça, je sais pas si ça existe vraiment. Mais oui, on est confronté à nous-mêmes, en fait. On est confronté à nous-mêmes et c'est pas facile. Et c'est pas facile, mais c'est beau en même temps. Parce que si tu prends le temps vraiment de t'écouter, en fait, de dire, OK, j'ai ce problème-là, comment je peux le résoudre, et ben là, tu peux avancer en tant qu'humain et pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain, quoi. Ouais, c'est cool ce que tu dis. Non, mais c'est beau, et déjà, il y a ce côté où, pour moi, la vie, j'ai développé un petit peu cette manière de voir la vie qui est que tu la traverses, il se passe des choses à l'extérieur qui te font déclencher des choses à l'intérieur et qui te permettent, toi, une exploration. T'as ton exploration extérieure dans la vie, t'es un artiste, t'es un entrepreneur, t'es ce que tu veux, et tout ça fait et t'es en couple, par exemple, qui est une énorme source de déclic, et tout ça, ben, ça te fait faire des choses à l'intérieur et ça te fait avoir cette exploration. Et du coup, c'est cool c'est toujours intéressant, et notamment d'avoir ces conversations avec les hommes, parce qu'on a cette base un petit peu où on est une des premières générations à se dire, OK, la vulnérabilité, c'est peut-être important. Et du coup, ben, d'avoir des conversations comme ça avec des gens qui sont de l'autre côté du monde, qui sont dans notre écosystème, qui ne laissent pas trop la place à la vulnérabilité, et en fait, ben, on commence à en parler. Il y a quand même cette notion de fraternité. Je trouve ça, j'adore. Bon, après, comme tu dis, chaque région du monde a un petit peu son avancement là-dessus. Je pense qu'en Europe, on a de la chance d'avancer, d'être assez avancé là-dessus. Bon, c'est pas encore définitif, mais tu vois, au Mexique, on est encore un petit peu en arrière. On est encore sur le machisme et tout ça. Donc c'est pas trop une question qui se pose. Ça commence sur les nouvelles générations, mais sur les générations de nos parents, c'est même pas possible. Mais c'est très cool. Moi, je trouve ça vital, en tout cas pour les hommes. Après, les femmes ont sûrement aussi le même problème, mais peut-être à différents niveaux. Et je trouve ça intéressant, justement, de déclencher les émotions, de trouver le bouton, en fait, de savoir où il est, parce que moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, par exemple. Je crois une fois, mais voilà, c'est très peu. Je pense que c'est des choses qui viennent. Alors, c'est pas de la faute des parents, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, et ils ont voulu faire le mieux pour toi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais à un moment, bah voilà, ils t'ont dit, je sais pas, t'allais faire un truc de mal, et arrête de pleurer, ou des choses comme ça, tu vois. Et hop, tu l'assimiles, et tu le gardes, et puis bah tu deviens un mec insensible plus tard, et après ça te cause des problèmes, parce que dans les relations, c'est connu aussi que les hommes souvent sont plus en arrière et montrent moins leurs émotions. Ça, c'est quelque chose que les femmes nous reprochent souvent, et ça m'arrive aussi. Enfin, ça se ressent comme ça, et c'est bien parce que l'art justement déclenche, en tout cas chez moi. J'espère que d'autres artistes aussi, mais moi ça me permet de m'exprimer là-dessus, sur ce sujet. Tu verras, je sais pas, si jamais tu veux regarder les œuvres, elles sont déjà vendues, mais sur Foundation, la collection s'appelle Ultimate. Et il y a 2 ou 3 œuvres qui parlent de ça. Tu vas peut-être reconnaître un petit peu l'idée.
Mais au titre, tu peux reconnaître. J'irai voir après. Et j'ai un truc qu'on appelle les rapid fire questions. C'est des petites questions, un petit peu rapides. Si tu devais acheter un seul NFT non artistique que tu garderais à vie, ça serait quoi? Non artistique? Je prendrais un punk, je pense. CryptoPunk pour la valeur spéculative. Si tu devais acheter un seul NFT artistique? Celui qu'on a mentionné, je pense que je prendrais un Grand Tune. Pareil. Si tu devais acheter une seule crypto? Bitcoin. Ah, t'es le premier à pas dire. Bon, si on a eu Cryptomat qui a dit un petit peu de qui a dit Bitcoin et Ethereum parce qu'il a triché. Tu m'as dit une seule, mais moi personnellement j'ai j'ai Ethereum et Bitcoin. Et je dois avoir peut-être un truc à côté avec $100 dessus, mais tu vois, j'ai pas envie d'aller chercher autre chose parce que pour moi c'est les deux valeurs sûres entre guillemets et j'ai pas le temps de m'intéresser aux autres. Les 3 personnes que tu préfères avec qui ça matche le plus dans l'écosystème actuellement? J'aime bien CryptoMat. À savoir que j'ai pas des discussions très profondes avec beaucoup de gens. En général, c'est des petites discussions, donc je connais pas très profondément les gens. Il y avait un gars qui s'appelle Raoul Gallery, qui est plus trop là en ce moment, mais je pense qu'il a dû retourner bosser justement, une de ces personnes qui ont dû retrouver un travail. Donc on s'entendait bien à l'époque. On fait souvent sur Twitter des groupes d'artistes, et on avait un groupe qui était très actif, qui l'est plus du tout aujourd'hui, mais quasiment 80% est parti. Et du coup, on s'entendait bien. Il y avait aussi Jeff Roland, que tu connais peut-être, c'est un Français. Pareil, on parle plus trop aujourd'hui parce qu'on fait un peu notre bise de l'autre côté. Mais on avait une bonne connexion aussi, qui est artiste français. 3 personnes que tu rêverais d'avoir comme collectionneur? Comme collectionneur, mais j'ai déjà tout le monde. Je rigole. Non, c'est pas des rêves en plus. C'est vraiment, j'aimerais bien que Gary Vee me reprenne, même si j'ai pas forcément une connexion avec lui et j'apprécie pas forcément le personnage en tant que tel, mais qu'il m'achète un petit jeu au portrait, ça serait bien pour faire un petit coup de boost. Justement, les artistes que j'aime bien un autre artiste qui s'appelle Omen Terhoven, qui est un artiste d'Amérique latine qui fait des œuvres sur les tons orange, souvent très abstraites. Vu que je l'apprécie beaucoup, s'il pouvait m'acheter mon art, ça me donnerait un petit peu de boost aussi, tu vois. Et puis, et j'aime bien aussi 2 autres artistes, Gab Weiss, que je t'ai dit tout à l'heure, donc tu connais peut-être pas, et Sabet. Et j'ai un doute, je crois qu'ils ont mes œuvres, mais je suis pas sûr. Donc s'ils les ont pas, ça serait cool qu'ils les achètent. Ça serait cool. Une chose que les gens en ligne ne savent pas de toi. Ah, ça, j'ai fait déjà des posts comme ça, justement, genre, des choses que vous savez pas sur moi. Eh ben, un truc que t'as pas mis dans tes posts. Je sais pas si je l'avais dit. Ça peut revenir aussi, désolé d'aller un peu plus en détail, mais sur le fait comment réussir dans l'écosystème, en tout cas pour les nouveaux, pour le prochain bull, c'est de garder de l'argent et d'investir. Pour moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai toujours eu une relation à l'argent un peu compliquée et j'ai un peu peur de pas en avoir. J'en avais pas avant, j'en ai maintenant, mais j'ai peur de plus avoir. Du coup, j'ai investi en fait en immobilier ici, dans la bourse, j'ai fait plein de trucs à côté pour pas justement en fait pendant le bear market pour pas avoir à dépendre de mes ventes. Donc ça, c'est important pour mon équilibre, pour me dire bah si je vends pas, c'est pas grave, j'ai des revenus à côté. Et donc l'argent que j'ai gagné je sais pas si les gens le savent, je l'ai peut-être déjà dit, l'argent que j'ai gagné en bull market, j'ai investi, j'ai acheté 3 apparts ici où j'habite et ça me permet de le louer toute l'année. Enfin, en saison surtout, mais toute l'année. Me dire, ok, j'ai un peu d'argent qui rentre, je paye mes courses, je paye ce que j'ai à payer. Et comme ça, j'ai pas de vente, c'est pas très grave, quoi. Ça me paye pas non plus tous les mois correctement encore. J'essaye de travailler là-dessus pour justement avoir une paye fixe de mes revenus passifs. Mais voilà, c'est le but. Le but, c'est ça. Et c'est un conseil, du coup, parce que beaucoup d'artistes vont aller avoir beaucoup d'argent peut-être d'un coup, j'espère, pour certains. Et puis, ils vont aller acheter des trucs inutiles ou tu vois des trucs matériels ou alors acheter rendre à la communauté. Alors il faut rendre, mais en général tu rends 10%, 20%, tu vas pas rendre 100%. Et c'est important pour soi parce qu'il faut être un petit peu égoïste aussi d'assurer son avenir et sur l'avenir de sa famille, de ses parents, etc. Donc ça c'est ce que je fais à côté. C'est bien. Comment est-ce que tu gères le côté royalties? Est-ce que tu comptes toujours dessus? Est-ce que tu comptes plus du tout dessus? Est-ce que ça a changé un petit peu ta stratégie? Alors, j'ai jamais compté dessus. Ça me faisait plaisir quand je les avais parce que c'était de l'argent sans rien faire, quoi. Mais j'ai fait une croix dessus depuis un bon bout de temps, quoi. C'est depuis que c'est plus reversé et depuis le bear en fait parce qu'il y a eu un peu moins de ventes secondaires aussi pendant le bear market. Donc depuis un peu plus d'un an, en tout cas, je fais plus attention vraiment à ce que je touche. Je regarde toujours mes ventes secondaires parce que ça me fait plaisir de voir que les gens font un bénéfice. Mais de là à me dire, attends, j'ai eu combien sur cette vente, je le fais pas du tout. Ouais, je comprends.
Écoute, on va finir sur une question. Comment est-ce que tu prépares le bull run qui arrive? Est-ce que t'as une stratégie particulière? Est-ce que tu vas juste continuer comme tu as commencé? Et la question un petit peu complémentaire, c'est l'art, il y a un truc de sacré, il y a un truc que toi t'as réussi de préserver, t'as un super bon équilibre là-dedans, et comment est-ce qu'en tant qu'artiste tu fais pour ne pas salir entre guillemets ton art en le transformant en un business? T'as une double question en un, tu fais comme tu veux. Je vais faire la première. Comment je prépare le bull market? Et t'as répondu à la question, je vais faire la même chose parce que je vais continuer à créer. Je fais peut-être 3 œuvres par semaine, un truc comme ça en ce moment. Donc je vais continuer ce rythme-là. Je vais continuer à trouver des projets, toujours aller chercher à m'améliorer aussi. Je pense que cette question, elle va se répondre un petit peu au fur et à mesure aussi du bull market. Donc au début, je vais être ce que je suis aujourd'hui, je vais faire la même chose. Puis après, je vais m'adapter, comme je fais toujours. Je vais prendre les opportunités qu'il y a à prendre, si elles sont bonnes à prendre d'ailleurs, parce qu'elles sont pas toutes bonnes à prendre pendant le bull market. Justement pour pas salir justement l'image, pour faire une double réponse. Et puis voilà. Et justement, du coup, j'ai eu un projet comme ça qui, je sais pas si ça salit mon image, que c'est pas à moi de le dire. Et puis parce que les gens sont encore là, donc peut-être pas tant que ça. Mais j'ai eu fait un projet en 2021, je crois, ou début 2022 peut-être. Ça s'appelait MetaDAO. C'était sur des plateformes. En fait, j'ai fait tout l'art sur des petites parcelles de terrain où je faisais mon art dessus. C'était génératif, et donc il y avait un projet qui m'avait contacté pour ça. Et j'ai appris de mes erreurs, mais j'ai jamais en fait vraiment cherché qui c'était. J'aurais dû peut-être voir si c'était des gens sérieux ou autres. Donc j'ai avancé sur le projet et tout ça, et on avait convenu d'un montant parce que j'étais payé en tant qu'artiste. Et puis ils ont commencé à la fin de mes dessins à dire mais du coup on va peut-être faire ça, on va changer la supply et on va te payer 50% en moins, et parce qu'il y aura moins machin. Je fais d'accord, bon, c'était pas ce qui était prévu, mais bon, admettons, je l'ai pas fait que pour l'argent, donc c'est pas grave. Et puis après, on arrive à la fin où ils ont complètement arnaqué toute la communauté. Donc il y avait des milliers de personnes sur Discord. Ils sont partis. Ils ont dit en fait non, le mint s'était mal passé, je sais plus ce qu'il y avait eu. Et ils ont pris, je sais pas, je pense qu'il y avait eu peut-être 10% de vente. Ils ont pris les 10%, ils sont partis. Ils ont dit on laisse les clés à Hit Project. Et je me suis retrouvé avec une communauté énervée qui comprenait pas. Et moi j'étais bah ouais, mais je suis artiste. Et tu vois, donc j'étais là, mais j'ai essayé de sauver les meubles un petit peu en faisant venir des gens sur mon Discord en disant je t'offre ça. Je sais plus ce que j'avais fait exactement, mais j'étais vraiment pas bien là. Ça m'avait fait monter un niveau de stress. Ça doit être dur. Je suis pas fautif, même si ma faute c'était de peut-être pas avoir fait de recherche. Alors je sais pas comment j'aurais pu faire, mais de pas avoir fait recherche sur le projet. J'ai fait confiance dans des gens qui voulaient faire un projet un petit peu quelconque. Et puis voilà, ça a été du coup un truc qui aurait pu salir mon image, mais vu que j'avais des collectionneurs qui quand même croyaient en moi et qui me connaissaient parce que j'étais transparent sur qui j'étais depuis le début, beaucoup aussi m'ont soutenu en disant non mais on sait que c'est pas de ta faute, tout ça. Donc c'est plus ceux qui me connaissaient pas du projet la transparence, ça aide beaucoup. Et encore pour aujourd'hui, justement pour pas montrer que tu fais que du business, on revient aux artistes qui font que des posts avec les prix en disant achète mon art, et ceux qui vont raconter une histoire, qui vont être là en disant aujourd'hui je promène mon chien, etc. Est-ce que tu as un chien? Enfin je sais pas, j'ai dit une bêtise, mais c'est montrer qui tu es vraiment, et montrer que tu es un humain, que t'es pas juste là pour faire de l'argent, quoi. Donc et ça c'est pas qu'une façade, c'est une réalité. Il faut que quand tu le postes, ça soit vrai, honnête. Moi quand je poste une photo de moi ou une photo de mes chiens ou je sais pas quoi, c'est honnête, c'est pas une photo pour l'engagement, tu vois. Donc ça, je pense que ça contribue à être un bon artiste. Même si tu peux être un très bon artiste en étant anonyme, ça n'empêche pas, hein, mais il faut être proche de ta communauté, il faut montrer que tu es quelqu'un de bien. On peut s'arrêter sur cette belle parole, je pense. Déjà, merci aux personnes qui nous ont écoutés jusque-là. Merci beaucoup de vous connecter, d'écouter ces épisodes. Je vous conseille sincèrement, ça vient du fond du cœur, d'aller voir ce que fait Hit Project. Il a des super choses qui sont déjà sorties, et je sais qu'il y en a d'encore mieux qui risquent de sortir plus tard. Toujours. C'est pas pour le connaître, c'est tout ce qu'il dit, c'est réel. Ses collectionneurs lui tiennent à cœur, son art lui tient à cœur. Il est là pour faire de belles choses et à long terme. Donc allez voir ce qui prépare. N'oubliez pas de venir nous voir sur Discord, puisqu'il s'agit d'un podcast décentralisé qui peut vous appartenir. Si vous voulez en savoir plus, venez. Hit Project, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'ai beaucoup aimé ce format
discussion podcast, très très fluide, très naturel. Et merci aussi à tous ceux qui ont écouté, qui vont écouter le podcast. C'est important pour toi, et j'espère que tu vas exploser là, avec un petit boule dans les jambes. Je pense que tu vas avoir des belles personnes sur ta chaîne. Carrément. Bah, merci à toi. Merci du soutien qui fait plaisir. Je t'en prie. À la prochaine tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao. Polymath Experience.